Ce que révèle cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ces mots, ce sont ceux d'Emmanuel Macron en 2020. Ils pouvaient donner espoir. Car si le Covid a été un moment de souffrance pour beaucoup, il a aussi porté un espoir. Un espoir pour les soignants. Un espoir de voir enfin le président Emmanuel Macron à la hauteur des besoins de l'hôpital. Fini le président méprisant, celui qui allait expliquer aux soignants qu'il n'y avait pas de problème financier mais que des problèmes d'organisation. Fini celui qui ne pouvait pas se déplacer dans un hôpital sans qu'on lui rétorque qu'il ne faisait rien. Mais on aurait dû s'en méfier. Parce que comme le disait Clémenceau, on ne ment jamais autant que durant les guerres ou avant les élections. Nous étions en guerre et le président était obsédé par sa réélection. Alors que s'est-il passé réellement au-delà des mots? Les soignants ont tenu, avec des sacs poubelles, en comptant les masques, en tricotant des blouses, mais les soignants ont tenu, et on ne les remerciera jamais assez. Les soignants ont tenu, mais le gouvernement a trahi. Oui, le gouvernement a trahi. Les plans hospitaliers n'ont pas cessé, les restrictions ont continué et les soignants partent vers le libéral, l'intérim, voire changent complètement de métier. À tel point qu'en 2021, le conseil scientifique expliquait que 20% des lits étaient fermés faute de personnel. À tel point que même sur les services de réanimation, en 2021, la Cour des comptes nous expliquait qu'entre juillet et octobre 2020, aucune décision n'a été prise qui pourrait indiquer que les pouvoirs publics envisageaient une évolution pour les réanimations. Pire, on a appris qu'en 2020, par l'adresse, que 5 700 lits d'hospitalisation complète avaient été fermés. En 2021, 4 300. C'est en tout 21 000 lits qui ont été fermés sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et alors aujourd'hui, vous venez nous voir et vous nous proposez des concertations et des économies. Après le cataclysme sanitaire, après les fermetures de lits, la fermeture des services d'urgence cet été, après des plans blancs, vous venez nous voir et vous nous arrosez de missions flash et de concertation. Vous faites croire aux gens que vous allez concerter alors que vous piétinez aujourd'hui l'Assemblée parce que vous apprêtez à mettre l'article 49.3 et vous venez nous voir pour nous dire que vous voulez débattre et concerter alors qu'en vérité, tout est déjà écrit, Monsieur le Ministre. Avec ce texte de loi et ce 49.3, vous allez passer en force des économies. Et il faut que les Français le sachent. Alors que tous les ans, les besoins de santé augmentent, vous décidez dès 2024 de faire 3 milliards d'euros d'économies sur l'hôpital. Traduction, vous poursuivez votre chemin vers le nouveau krach sanitaire. Comme s'il n'y avait pas eu de Covid, comme s'il n'y avait pas eu de fermeture d'urgence cet été, comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais vous, qui vantez sans cesse votre légitimité pour les pires réformes, on pourrait prendre l'exemple de la réforme des retraites, qui a donné mandat à ce président pour détruire l'hôpital public? Notre Constitution garantit la santé pour toutes et tous et vous êtes en train de la bafouer. Ce texte aurait dû être un tournant pour la santé. Après tous les beaux discours, après la crise Covid, vous deviez aux Français un renforcement de notre système de santé. Sur l'hôpital, la fin du management toxique, lui permettre un financement qui ne l'étouffe pas, qui ne l'oblige pas à choisir entre des bâtiments ou des humains, qui ne l'oblige pas à choisir entre un malade ou un autre. On aurait aussi pu penser à réintégrer les soignants qui ont été mis dehors et dont nous avons besoin, à recruter des soignants supplémentaires et leur donner surtout les moyens et l'envie de rester. Mais au lieu de ça, des économies. Et quelles en seront les conséquences? On va vous épargner les concertations, parce que vous n'en voulez pas des concertations. Sinon, vous pourriez nous promettre de ne pas appliquer l'article 49.3. Mais vous allez le faire. Et avec mes collègues, on les a rencontrés, les hospitaliers. Et voici ce qu'on a vu, Monsieur le Ministre. Les soignants sont à bout. 2/3 d'entre eux risquent le burn-out. Ils partent. Je pourrais vous citer Emma, à Paris-Saint-Louis, au bout de 25 ans. À 25 ans, au bout de 3 mois, elle est déjà une des plus vieilles du service. Elle a mal au dos, elle voit déjà un psy. Je pourrais vous parler de Stéphane, à Limoges, qui passe son temps à s'excuser auprès des patients parce qu'il n'a pas les moyens de faire correctement son travail. Et on a encore le canard enchaîné qui nous apprenait il y a 2 jours qu'il y avait des enfants franciliens qui déjà partaient à 200 km de chez eux pour être soignés parce qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux parisiens. Ça pourrait être vos enfants, ça pourrait être les nôtres. On a aussi le classique de cet été, le triste classique. Cet été, des patients qui ont passé 75 heures sur des brancards. Et parfois des patients qui meurent sur les brancards. Lorsque j'étais à Orléans, un médecin aux urgences vient me voir et m'explique « Écoutez, monsieur le député ». Et là, à ce moment-là, on entendait un souffle. Il me dit « Une dame est en train de mourir dans les couloirs ». On n'aurait rien pu faire. Mais si on avait été assez, on aurait au moins pu faire en sorte qu'elle meure dans une chambre, dignement, pas à la vue de tout le monde. Et ça, monsieur le député, j'ai peur que ça devienne notre quotidien. Cette réalité, en vérité, monsieur le ministre, je sais que vous la connaissez. Vous la connaissez, mais pourtant vous continuez.
Alors je vais vous lire ce que vous avez signé en 2019, monsieur le ministre. Un plan Macron pour les urgences s'impose, pour que les urgentistes ne soient plus les funambules d'un système de soins abandonnique, pour que l'hôpital public retrouve sa place en tant que pilier de la République. L'avant-garde de l'hôpital et souvent du système de soins vous alerte sur cette nécessité historique. L'hôpital public brûle à petit feu, les soignants sont sacrifiés sur l'autel d'une finance aveuglée par l'activité et une tarification désuète. Aujourd'hui, monsieur le ministre, par la force, avec l'aide du 49.3, vous vous apprêtez à poursuivre cette destruction de l'hôpital, vous vous apprêtez à poursuivre la destruction de ce que vous-même vous avez appelé un pilier de la République. Et ce pilier, je crains qu'il ne cède. Et encore cette semaine, je me faisais interpeller par des soignants à bout, parfois des démissionnaires. Je vous raconte ce qu'ils m'ont dit. C'est toute une administration qui se casse la figure. J'arrive le soir au boulot, je ne sais pas combien on va être. Peut-être que ce midi, les femmes n'étaient pas assez, donc on va peut-être se faire bouffer par le travail. C'est trop de pression psychologique. On ne peut plus faire notre travail correctement. Monsieur le député, je me suis engagé dans l'hôpital pour des valeurs. Aujourd'hui, l'hôpital les a trahis. Alors, comme d'autres avant moi, je m'en vais. Si vous voyez le ministre, remettez-lui ma blouse. Monsieur le ministre, je tiens cette blouse pour vous.